Nous sommes toujours là avec nos chers invités, Adam Adjornou et Ewo Georges. On va maintenant parler du Togo et un opposant qui accuse l'Église catholique de complicité. Sur terre, Caïd Dovi se déchaîne totalement sur les évêques du Togo. Dans une si longue lettre adressée à l'Église catholique et à toutes les obédiences religieuses, le président des forces progressives accuse les prélats d'être complices de la situation sociopolitique qui prévaut au Togo. L'ex-membre de la dynamique, Monseigneur Kpodjoro, vivant à Bordeaux en France, invite les évêques à travailler pour un impact social nécessaire pour désamorcer la révolte sociale. Adam Adjornou, vous avez lu cette lettre? Bien sûr, je l'ai lu. Mais sauf que vous avez fait un coq à l'âne, j'ai voulu nuancer. Oui, on pouvait s'en passer. Mais je voulais en fait dire, les périodes électorales sont des périodes d'expression même politique. C'est vrai que lorsque vous prenez les autres périodes, il est très difficile. Vous êtes opposant, c'est que vous critiquez, mais vous proposez. Mais les périodes électorales sont des moments d'expression politique par excellence. Donc de toutes les façons, l'attitude à adopter pendant un moment normal n'est pas la même attitude lorsque nous sommes en période électorale. C'est ce que je voulais en faire relever. Maintenant, est-ce que finalement Dovi, lui, il critique pour critiquer? De toutes les façons, vous savez, lorsque moi j'ai lu la lettre là, je suis tombé des nuits. C'est vrai que lorsque vous prenez l'homme, et cela, je pense que cette lettre là montre le visage réel de l'homme. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'il s'est dissocié avec la dynamique Kpodjoro, nombreux sont ces Togolais-là qui avaient estimé que voilà quelqu'un qui est objectif dans ses prises de position. Puis on a vu après les élections et lorsque la dynamique Kpodjoro prenait donc des aises, lorsque vous êtes un parti sérieux, je pense que objectivement vous n'avez qu'à prendre du large par rapport à ces agissements-là. Et on a vu, je pense que toute l'histoire, le cheminement de la dynamique Kpodjoro donne raison à Kawi en son temps. Sauf que cette lecture de la situation politique du Togo, j'estime que c'est une lecture assez biaisée. Et il n'a pas pris le temps de pouvoir peut-être analyser les sorties de l'épiscopat dans toute sa globalité. Ouais. Et lorsque, je ne vais pas citer des sorties, lorsqu'ils font ces rencontres-là, ils essaient énormément de citer un certain nombre d'options en conseillant le gouvernement de pouvoir véritablement voir ces options-là. Et l'une de ces options, je pense que la situation économique est revenue la plupart du temps. Mais Adam, on peut sortir, inviter le gouvernement à faire des choses, à dire des choses, mais au fond, peut-être que ce n'est pas ce qu'on veut. J'en viens. Et tout ceci, vous avez vu depuis la sortie de Caius de la dynamique Kpodjoro, on ne l'a plus vu. Il n'est plus apparu sur la scène politique en rien. Et je pense que c'est quelqu'un qui voudrait véritablement se faire entendre. Et je pense qu'il a choisi la bonne option pour se faire entendre. Et ça a attiré l'attention de la quasi-majorité de la population togolaise sur cet aspect-là. Sauf que c'est une option qui a été mal choisie. Pour la simple et bonne raison que, disons, le décryptage de la position de l'épiscopat dans toute sa globalité n'a pas été pris en compte dans ces analyses, sans quoi on aurait pu peut-être donner de l'assentiment à un certain nombre de points. Et je pense que sur toute la ligne, c'est quelqu'un qui veut se faire entendre et qui a choisi donc l'épiscopat comme option pour se faire entendre. Mais au même moment, je pense que il est en train de pouvoir prendre pratiquement les mêmes dérives que ses compatriotes ou ses composants par le passé, qui sont la dynamique Kpodjoro. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous lisez un peu dans les usages et dans les actes, je ne pense pas que je me suis trompé. Et puis ce sont des gens qui aiment ne pas faire, disons, une lecture objective des options qu'ils choisissent. Et lui également, aujourd'hui, vient nous démontrer quand même qu'il n'est pas trop loin de cette dynamique-là. Peut-être que pour des raisons qui lui sont propres, par le passé, a pris ce âge-là. Et nous également, nous avons fait une mauvaise lecture en croyant à l'homme qu'il était donc objectif. Or, il est revenu sur son vrai visage, et c'est ce visage-là qu'il est en train de démontrer par cette sortie-là que moi je trouve inopportune, et qui est une sortie inopportune, qui est une sortie qui plutôt le discrédite que ne l'arrange. Cela peut expliquer le sens sérieux même de l'homme, vous l'aviez dit tout à l'heure.
Il s'est démarqué de la dynamique Monseigneur Kodjo. Maintenant, avec cette sortie, vous l'aviez dit, il a été sans doute entendu. Cela prouve un côté peut-être positif de l'homme. Non, ce sont des choix politiques. Parce que lorsque vous êtes sorti de la scène politique il y a longtemps, il faudrait quand même que lorsque vous voulez encore attirer le regard de la population togolaise sur vous, il faut choisir, disons, l'option qui va le mieux. Et c'est en cela qu'il choisit donc l'épiscopat pour revenir sur la scène politique et s'exprimer. C'est ce que je dis. Mais lorsque vous choisissez ces options-là, c'est en cela que je dis que la politique aujourd'hui est pratiquement une science. Et lorsque vous la choisissez, il faut faire intervenir naturellement ceux qui savent lire, disons, cette politique-là pour vous orienter dans cette prise de décision-là. Sans quoi, c'est pourquoi je dis qu'il n'a pas pris le temps de pouvoir scruter de fond en comble les sorties de l'épiscopat et pouvoir donc peut-être revoir un peu les différents points touchés en jetant dans le doigt accusateur sur l'épiscopat. Et c'est là où nous disons, nous les observateurs, en tout cas, en ce qui concerne nous les journalistes, de toutes les façons, lorsque les acteurs politiques posent des actes, nous les analysons et nous prenons donc des dispositions. Et cette sortie-là, je dis, c'est une sortie qui a été donc biaisée, qui n'a pas pris en compte le fond en compte, disons, cette sortie des prélats, surtout c'est des questions données. Et je pense que lui-même, il en a eu pour son compte. Lorsque nous prenons au niveau de l'évêque Bariga, qui a fait une sortie il y a quelques jours en appelant les Togolais, compte tenu du fait que nous sommes en face d'une situation qui va sans cesse in crescendo. Il a appelé les Togolais à pouvoir prendre les responsabilités. Je ne sais pas en quoi l'évêque ou quand même l'épiscopat ne pourra pas prendre des dispositions en interpellant le gouvernement. Je pense que lorsque nous regardons un peu dans leur sortie, ça a été déjà fait et je pense que c'est une sortie qui est venue à un point mort et qui ne fait ni froid ni chaud au Togolais. Ces propos sont durs, peut-être empreintes de vérité, je dis bien peut-être. Je vous cite, vous avez trahi votre mission pastorale. Votre seule Bible, c'est le papier fiduciaire, c'est-à-dire le fric, c'est-à-dire ce qui corrompt l'esprit et guillotine l'âme. La mission aujourd'hui, plus honorable des hommes d'église dans tous les coins du monde où la misère sévit, c'est précisément d'interpeller les pouvoirs publics pour les pousser à respecter le sens et les objectifs de leur mission régalienne quand il le faut, quand des hommes ne trouvent plus à manger, quand la dignité humaine s'en trouve trop couramment destituée. A-t-il flingué? Il est allé loin. Vous êtes homme politique. Comment vous avez vu cette sortie de M. Dovi? Non, c'est tout ce que Adam a dit. Hein. C'est pour se faire parler de lui. Parce que ça fait longtemps, personne n'a encore ces nouvelles, ses souvenirs sont très lointains. Et là, l'homme est revenu pour pondre quelque chose de cette page, je crois, pour permettre aux médias de parler de lui. Aujourd'hui, nous débattons de sa lettre, ouais. Et donc c'est lui qui est... c'est lui alors, qui est... Pour vous, il veut qu'on organise un débat sur lui. Oui, sur lui. Moi, je trouve pas... Même au même moment, si vous le permettez, les gens ne trouvent pas à manger. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain aussi. Lui, ça va se produire. S'il dirige par exemple le Togo, les gens ne trouveront pas à manger. C'est ce que vous voulez dire. C'est la réalité, c'est la vérité. Demain, les gens ne trouveront pas à manger. Hier, aujourd'hui, ça va être toujours la même chose. D'autant plus que nous sommes au pays des hommes. Il y a certains, ils ne trouvent pas à manger, pas forcément parce qu'il n'y a pas à manger, parce que les gens ne recherchent pas à manger, ou certains refusent de chercher à manger. Il y a beaucoup de paramètres qui prouvent que les gens, ou bien qui font que les gens ne mangent pas. Donc, il ne faut pas prendre le débat sous cet angle pour dire que les gens... Aujourd'hui, quand il veut maintenant ramener le prélat ou bien l'épiscopat à sa commission, ou bien à ce qu'il dit que le rôle de ces religieux n'est pas de
de faire quoi? Que leur mission régalienne. Que leur mission, c'est de pousser le gouvernement au bien-être de la population. C'est qu'il n'a pas fait une bonne lecture de cet aspect d'aujourd'hui, la politique du prélat. Les prélats le font. C'est ce que d'ailleurs Adam a essayé de dire. Moi, je vais aller plus loin pour dire que les nombreuses sorties de ces prélats, c'est justement pour des cas comme ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez que sortir, donner des orientations. Vous ne pouvez pas obliger des gens à faire ce que vous voulez. Les prélats ne peuvent pas forcer le gouvernement. Mais sauf que aujourd'hui, il faut voir la réalité. Le prélat, il voit la réalité. Vous avez dit quelque chose qui est très intéressant. Quelqu'un qui vit au Bordeaux. C'est en France, non? Non, il ne vit pas à Bordeaux. Il ne vit pas notre réalité. Connaître c'est autre chose, hein. Vous savez, il faut aller au-delà de la connaissance. Il faut comprendre la réalité. Il faut savoir discerner les choses. Il faut savoir, parce que vous pouvez être président aujourd'hui, vous pouvez être à un poste de responsabilité, vous saurez que diriger les combinaisons qui permettent aux gens de diriger, c'est autre chose que ce que nous voyons. Donc, ce n'est pas rester en France, prendre les lettres de cette page qui vont faire changer les choses au Togo. Il faut vivre la réalité togolaise, puisque vous devez savoir que nous sommes dans un pays ou bien nous sommes dans un monde où les ressources sont illimitées, alors que vous avez des besoins les ressources sont limitées et que vous avez des besoins illimités. Vous avez l'éducation, la santé, et aujourd'hui nous sommes en crise sanitaire. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de choses, alors que ce sont des secteurs improductifs. C'est des secteurs qui sollicitent l'État, surtout la santé, qui sollicite les ressources de l'État actuellement avec l'éducation. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Et les prélats, ils sont témoins parce qu'ils vivent la réalité. Donc, ils savent que ce que le gouvernement est en train de faire est énorme. Et donc, les gens ne vont pas... Ils veulent que les gens se soulèvent. Ils veulent citer, en fait, ce que moi je suis en train de voir, c'est de citer certains pays où les prélats sont devant. Ils sont devant. Non, ce n'est même pas la grande commission, ce n'est même pas le rôle de leur rôle. Vous savez, la Bible, quand il dit que leur Bible, c'est les flics, non. La Bible a dit de respecter les autorités, que toute autorité vient d'où? D'en haut, de Dieu. Et les autorités, en venant de Dieu, et les prélats qui connaissent bien la Bible, ils savent que quand tu te soulèves contre une autorité, c'est que tu te soulèves contre Dieu. C'est pour dire à Dieu, toi tu ne sais pas celui que tu as mis à la tête de ce pays. Hein. C'est nous, en tant qu'humains, qui connaissons la personne mieux que toi, Dieu. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conseiller, il faut donner un certain nombre d'orientations. Il faut essayer d'approcher le gouvernement. Et les gens là, vous devez savoir que c'est des gens qui ont fait la politique. Quand je parle de la politique, ce n'est pas la science politique forcément, mais qui connaissent le milieu politique. Ils savent comment le pays, en quelque sorte, est gouverné. Ils savent lire les jeux politiques. Ils savent qu'aujourd'hui, le moment que traverse notre pays, le gouvernement est en train de faire un certain nombre de choses que ailleurs les gens n'arrivent même pas à le faire. Mais aujourd'hui, si nous... Donc vous le dites qui n'est pas sincère. Il n'y a pas de la sincérité. Non, je ne veux même pas parler de la sincérité. C'est quelqu'un qui veut se parler de lui en pondant cette page de lettres. Donc, ce n'est pas en fait, il y a même pas à parler de c'est comme ce qu'on dit dans le football, il est en hors-jeu. Respecter les autorités, comme Georges Hérault l'a dit tout à l'heure, est aux antipodes d'appeler les autorités à faire ce qui est bien. Oui, vous savez, vous avez dit tantôt quelque chose qui m'a attiré mon regard, pour la simple bonne raison que
Connaître le Togo est une chose, mais vivre le Togo aussi en est une autre. Pourquoi lui, autre ne reste pas au pays pour que ces sollicitations-là de la population... Non, tout le monde ne peut pas rester au pays, Adam. Non, lorsque vous Donc, êtes tout le acteur monde ne politique, peut pas parler. Tout le monde ne peut pas rester au ça pays. vous dire quelque part que ce que je dis est vrai pour la simple et bonne raison que lorsque vous ne vivez pas ce pays-là, c'est toujours bon d'être à l'extérieur, de penser que ce que font les autres à l'interne est toujours médiocre. Vous pensez que Dovi pousse aussi les prélats à faire comme la République Non, démocratique du Congo? j'en viens. Pour vous dire que aujourd'hui, lorsque vous prenez tous ces acteurs politiques-là qui sont là, parce que quand même, il serait pas quand même bien séant, à mon regard, de pouvoir dire qu'aujourd'hui, véritablement, que tout va bien. Nous savons que la crise dont nous vivons aujourd'hui, ça a poussé des gens à plus de précarité, etc. Même avant la crise. Non, mais c'est quand même discutable, puisque avant la crise, il y avait des activités qui marchaient. Il y a d'autres activités aujourd'hui. Avec cette crise-là, vous faites des choix dans les dépenses, etc., dont ces activités-là n'existent plus. Donc, lorsque vous prenez ces gens-là, ils sont passés de la pauvreté à l'extrême pauvreté. Ça, c'est une évidence. Mais nous ne devons pas aussi perdre de vue les efforts que font le gouvernement pour relever un tant soit peu nos économies. C'est en ce sens que je disais, lors de l'un de mes passages ici, que voilà, tout ce qui affecte la bourse des compatriotes togolais doit être combattu. Et c'est ce qui est fait par le gouvernement. Au même moment, je le dis et je le répète, ces acteurs politiques, au même moment, sachant pertinemment qu'il y a des gens qui sont partis de la pauvreté à l'extrême pauvreté, orientent un certain nombre de doléances sur les acteurs politiques. Et lorsque vous prenez, qu'ils soient ministres, députés, conseillers municipaux, et tous les Togolais en général, chacun porte. Et avec cette solidarité-là qui nous a interpellés au moment de cette crise-là, porte des aides aux autres. Lui aussi devait rester au Togo et pouvoir peut-être s'occuper d'un certain nombre de Togolais, on l'aurait pu comprendre. Mais au même moment, en revanche, lorsque nous venons, c'est que ces acteurs politiques-là, ce qu'ils veulent, c'est quoi? Et vous avez si bien dit, en disant que voilà, nous avons vu des exemples, Congo-Brazzaville, Congo-RDC et d'autres archevêques. Par exemple, il y a aussi le camp de Cameroun qui est cité en exemple par moment, où ces archevêques ou ces cardinaux-là interviennent dans la vie politique d'un pays. Et moi, je pense que connaissant bien Bariga, puisque c'est lui aujourd'hui l'archevêque du Togo de Lomé, qui coiffe pratiquement l'épiscopat, je pense que son objectivité aujourd'hui n'est plus à démontrer. Et on l'a vu lors de la CVJR, c'est quelqu'un qui a été donc pragmatique et qui a été donc objectif à tout point de vue dans les prises de décision. Il a joué également à des missions de bon office en reliant un certain nombre de décisions que le gouvernement voulait prendre, des décisions radicaux également au niveau de l'opposition qui, de temps à autre, n'arrivait véritablement pas à le comprendre. Et je pense que sur toute la ligne, le connaissant, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, mais a sa diplomatie à pouvoir faire rapprocher les lignes. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi nous le disons, moi je le dis, je le répète, c'est quelqu'un qui n'a pas pris le temps de pouvoir peut-être scruter toutes ces sorties-là de l'épiscopat et a pondu justement, une lettre qui ne serait que l'auréoler. Et malheureusement, les Togolais savent désormais où se trouvent leurs intérêts et savent lire aujourd'hui dans les lignes. Parce que personne ne serait pratiquement pas objectif dans cette lettre-là, puisque la lettre... Vous pensez que la lettre ne va rien donner? Non, de toute façon, la lettre-là... Ça n'a rien donné. Ça ne donnera rien. Il va loin. La personne veut interpeller, disons, ces archevêques-là, à faire comme les autres. Or, ne sont pas dans le même... On ne vit pas les mêmes réalités. On ne vit pas les mêmes réalités. Nous ne sommes pas dans les mêmes environnements politiques et nous ne vivons pas la même situation économique, comme il a tendance à le dire. Lui, il est en France. C'est vrai que nous savons que l'épidémie a pris aujourd'hui toute la palme, mais au même moment également, cette épidémie également, nous les vivons autrement. Tel qu'on le vit en France, ce n'est pas les mêmes moyens que nous avions ici au Togo et que nous vivons l'épidémie à notre manière. S'il veut véritablement partager ses sentiments avec les Togolais, qu'il soit plus au Togo que de pouvoir rester en France et de pouvoir prendre des lettres qui ne correspondent à lui. Giorgio, il va très loin. Il dit, vous savez ce qui va se passer. Le mur s'effondrera un jour et cela sera comme un tsunami qui va emporter tout sur son parcours et tout le monde sur son passage. Ce mur s'appelle révolte sociale. Qu'est-ce qu'il veut insinuer? Qu'est-ce qu'il veut insinuer? Vous avez bien compris, c'est pas moi. En fait, les gens sont encore, peut-être, faut-il que ses proches le touchent pour voir si il dort encore et que ce n'est pas des révélations,
des rêves qu'il est en train de relater. Il faut souligner mais que le Togo était passé à côté de ces révoltes en 2017, il faut le préciser. Donc c'est bon de le... C'est bon que tu puisses le préciser. Ouais. Et donc s'il doit y avoir tsunami, ça doit être en 2017 là. Et si tsunami n'est pas arrivé en 2017, ça veut dire que beaucoup de choses se sont passées. Donc on ne va plus revenir en arrière parce que l'année-là, avec tout ce qui s'est passé, n'a arrangé personne. Et donc, ça n'a rien construit de bien. Et donc, nous ne voulons même plus nous rappeler de cet événement et que ça soit relégué, puisque les uns les autres, surtout les acteurs, les acteurs, même le pouvoir en place à partir de ce qui s'est passé en 2017 a su que peut-être que certains Togolais ne sont pas forcément d'accord, donc il faut plus faire. C'est pour cela que j'ai dit. C'est pour cela que j'ai dit les choses se sont passées, les années se sont passées. Ça veut dire tout simplement que les choses ne sont pas statiques. Ça évolue. Le pouvoir ou bien le gouvernement doit être à l'écoute des cris de tout le monde. Mais en quoi faut-il le faire dans le respect ou bien dans les règles de l'art? Aujourd'hui, que vous citez ce monsieur qui pense à cette tsunami, je voudrais lui dire tout simplement que ça ne nous arrange pas, puisque le Togolais est conscient de la situation. Nous ne disons pas, ou bien je ne dis pas sur ce plateau que la situation est rose au Togo. Je ne dis pas que ça va. Ouais. Et aucun homme, aucun Togolais, aucune personnalité ne peut pas nous dire que ça va. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc, il faut faire en sorte que ça s'améliore. Ce n'est pas seulement le rôle du prélat d'interpeller le gouvernement. Nous tous, nous pouvons interpeller le gouvernement. Je vais vous surprendre. Lorsqu'il y a la vie chère, les produits de première nécessité, et s'il y a cette augmentation un peu partout, notre parti a sorti un communiqué. Oui, a sorti un communiqué. Pardon? Les prélats également. Oui, pour interpeller le gouvernement avec un certain nombre de mesures pour que le panier ou bien le panier de la ménagère soit un peu truc pour les Togolais. Donc, ce n'est pas le fait de dire que si les prélats ne font pas tout, ne font pas ceci, qu'il va y avoir... Non. Lui aussi peut sortir un communiqué ou bien lui aussi peut interpeller le gouvernement par rapport à un certain nombre de choses. Vous savez, quand vous voyez les lettres comme ça, c'est des lettres de révolte. Oui, tout simplement. Les lettres de révolte. Mais si vous allez plus loin, c'est pourquoi j'ai dit, l'opposition, ce n'est pas s'opposer pour dire qu'on est opposant. Non, vous pouvez donner des directives, des solutions. Nous sommes là pour donner des... C'est pourquoi nous disons à Clé que Clé a la solution. Parce qu'aujourd'hui, vous donnez des solutions. Nous avons dit au gouvernement, étant donné que l'ANSAT est là et que vous avez les magasins dans les villes, vous pouvez même rapprocher certains magasins proches de la population. C'est des solutions. Peut-être que le gouvernement ne voit pas ça de ce côté, mais quand vous attirez l'attention de l'autorité vers ce côté, il le fera. Mais vous devez savoir que gouverner, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et une seule personne ne peut gouverner ce pays. C'est nos idées qui doivent participer à la gouvernance. Ne nous faisons pas le jeu de pousse-toi, je vais m'asseoir forcément. Mais tout ce que nous disons, c'est de faire en sorte que si X est là, que la population bénéficie. Si Y vient, que la population bénéficie. Nous ne devons pas penser à la tsunami. La tsunami arrange qui? Le pays ou bien lui? Ou bien le prélat? Ou bien qui? La population? Est-ce que c'est une bonne chose? Quand il parle de tsunami, est-ce qu'en France, quand on parle de tsunami, est-ce qu'il peut vivre en France?
Est-ce que dans le pays d'une autre personne, on parle de tout? Non, tout simplement. Non, Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas dire. Il peut pas. Il ne peut pas dire. Il y aura cela. Non, il peut pas me dire. Il peut pas dire que tout va pour lui en France. Non. Ouais, en France aussi. Non, il ne peut pas me dire. Donc, c'est ce que Adams a dit aujourd'hui. Il y a la crise sanitaire qui a poussé beaucoup de compatriotes dans la précarité. Aujourd'hui, il faut aller plus loin en étant solidaire, en aidant les autres, en faisant en sorte que tout le monde puisse trouver. Moi, j'allais lire dans sa lettre quand il va citer les localités où il a partagé des vivres, comme certains partis politiques. Il a partagé les cache-nez, il a partagé les gels, pour ne citer que ceux-là, pour montrer au gouvernement que le gouvernement peut aller plus que ça. Donc aujourd'hui, nous devons savoir que les tsunamis, les manifestations, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'être ensemble pour gérer ce pays. Adam Adjaranou, c'est la deuxième partie de sa sortie. Hein. On va nuancer un peu. Il ne souhaite pas cela. Il dit si les dispositions ne sont pas prises, il y aura tsunami. Non, je pense que c'est un faux prophète. Un faux prophète. Puisque vous savez, lorsqu'on prédit à l'avenir un certain nombre de choses et qu'on passe de la gauche vers la droite et on ne prend pas les bonnes options, il est très difficile qu'on vous croie. Je pense que cette sortie-là est tout simplement une sortie très tentatieuse pour la simple et bonne raison que c'est cette semaine-là nous avions sont rappelés des événements de 2017. 4 ans précisément. Tout à fait. Et je pense que parmi les leçons à tirer, et l'exécutif lui-même a eu à tirer aussi ces leçons. Il a dit que plus jamais un 19 août 2017 dans notre pays. Et cela a provoqué le fait que si aujourd'hui il y a eu organisation du Sénat, je pense que c'est l'une des options. Puisqu'on était dans une situation où on sait que les libertés individuelles et les droits de l'homme sont compressés, il y a eu des restrictions compte tenu de la vie qui n'était pas normale, il y a eu tant mal de choses, on ne pouvait plus s'exprimer librement en termes politiques, de manifestations, etc. Mais le gouvernement a pris, il a compris, et c'est véritablement qu'il y avait des frustrations au sein de la population. Et donc, partant de là, on a organisé un cadre pour permettre donc aux acteurs politiques de pouvoir donc s'asseoir autour d'une table, voir comment on peut véritablement penser des actions politiques, qu'est-ce qu'il faut anticiper, qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans. C'est en ce sens que les gens ont dit pour la première fois, personne n'a forcé la main au gouvernement. C'est le gouvernement qui a pris l'initiative. Oui, ça peut être des leçons à tirer de ce 19 août 2017 qui ne sera plus donc répété. Et je pense que la bonne option, s'il était dans un bon politique qui véritablement essaie d'anticiper, essaie véritablement de se mettre dans la peau de l'anticipation et des usages politiques pour l'intérêt de la population, je pense que cette sortie tendancieuse pouvait être économisée au profit de l'intérêt de la population en pouvant donc faire en sorte qu'en faisant des actes palpables, et ça je le rappelle, serait quand même les Togolais attendent de tous les vœux qu'ils puissent rentrer, que les orientations en termes sociaux puissent aussi lui être parvenues pour qu'il ait là, ce serait quand même que c'est le Togo qui gagnerait. Adam Adjaranou, directeur de publication de Vision d'Afrique, merci à vous. Merci également à vous, Georgéo, homme politique clé Togo, cercle des leaders émergents. On se retrouve donc la prochaine fois. Toujours avec le même plaisir, nos programmes se poursuivent.